Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Nathalie Devineau, assistante au service prévention chez Harmonie Mutuelle, et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème « Votre meilleur ami, c'est vous ». Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre du nouveau programme national de la santé des femmes qui vous est proposé par Harmonie Mutuelle et qui a été lancé le 13 mars dernier lors d'une table ronde sur les inégalités de genre en santé. Donc si vous n'avez pas pu y assister, n'hésitez pas à regarder le replay. Alors ce programme La santé des femmes est exclusivement réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle, femmes ou hommes, parce que nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Ce programme a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes, comme comprendre son corps, son rythme biologique, le sommeil, l'endométriose, etc. Et donc aujourd'hui sur la thématique de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc pour cette édition 2024, 11 webinaires ont été programmés. Donc vous avez la liste des webinaires qui s'affiche ici avec les horaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien Livestorm qui va apparaître dans la barre de conversation. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et vos caméras sont coupés et vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Il y a aussi le chat pour tous les commentaires que vous pouvez faire au fur et à mesure de ce webinaire. Vous avez également une documentation qui est téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Voilà, donc le guide Estime de soi édité par Harmonie Mutuelle. Aujourd'hui, nous accueillons donc Claire Mizzi, qui est psychologue et autrice, qui va se présenter elle-même, donc puisque nous collaborons régulièrement avec notre partenaire Akayogi. Donc Claire et Eric, je vous passe la parole, c'est à vous. Bonjour et merci beaucoup. Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire Votre meilleur ami, c'est vous. On est ravis de vous accueillir autour de cette thématique. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va vous donner des clés psychocorporelles pour renforcer votre stabilité intérieure, cultiver votre confiance et surtout vous permettre de gagner en efficacité. Donc, je suis ravi d'accueillir Claire Mizzi, qui est psychologue, psychothérapeute. Bonjour Claire. Donc Claire est psychothérapeute, psychologue, experte en TCC, en EMDR. Elle est aussi instructrice en mindfulness, c'est-à-dire, comment on peut traduire ça en français? Pratique de méditation, de façon séculière et laïque. Et en pleine conscience. Voilà. Et Claire a aussi écrit un livre qui se nomme « Votre meilleur ami, c'est vous », qu'elle a coécrite avec Céline Tran, qui est psychiatre. Voilà pour l'introduction. Moi-même, je m'appelle Fabrice Perrossoussine et je suis cofondateur d'Akayogi. Alors, on va rapidement vous donner le sommaire de cette heure que nous allons passer ensemble. En partie 1, nous allons parler de radiocritique, quand le stress est là et quand nous nous sentons déstabilisés, quoi faire. Ensuite, en partie 2, comprendre nos émotions et l'importance de la bienveillance envers soi. La partie 3, on va parler de critique bienveillante et constructive. En 4, notre meilleur ami, c'est nous. Et enfin, la conclusion. Donc voilà pour le plan. Et donc nous allons rapidement rentrer dans le sujet, Claire, avec radiocritique. Quand le stress est là et que nous nous sentons déstabilisés, quoi faire? Juste avant, peut-être préciser une chose, préparez-vous juste à prendre un papier et un crayon, car vous allez en avoir besoin dans quelques secondes. Alors, pas tout de suite, juste un exercice un petit peu plus loin. Juste un petit peu après, mais voilà. De toute façon, à ce que vous soyez prête et prêt. Alors, Claire, je crois que pour commencer, tu nous as préparé une petite expérience concrète. J'en dis pas plus. On va écouter Claire sur le sujet. Voilà, il y a rien de mieux que de passer par l'expérience pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, je vais vous proposer de bien assis, fermer les yeux et imaginer que vous êtes vous-même dans la situation que je vais vous décrire. Et ce qui m'intéressera une fois que je vous l'aurai décrite, c'est que vous notiez dans le chat vos toutes premières pensées, pas les suivantes, mais les toutes premières. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Tu es prêt, Fabrice? Tout à fait.
Je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes invité chez des amis que vous connaissez pas très très bien et vous avez vraiment envie que ça se passe bien. Il y a un petit enjeu. Vous vous habillez bien, vous préparez un peu, vous vous préparez pour être au mieux de vous-même. Vous arrivez chez ces amis-là pour le dîner et l'un des deux qui vous invite vous demande, s'ils sont un peu en retard, vous demande un petit coup de main et vous donne un plateau sur lequel sont posés plein de verres en cristal. Vous prenez le plateau, la poignée est un peu faible et vous avancez dans le salon et tout tombe par terre. Et là, je voudrais voir quelles sont toutes vos premières pensées. Vous prenez le plateau, vous avancez vers le salon, tout tombe par terre. Je vous laisse vraiment noter les toutes premières pensées. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Fabrice? Moi, tout de suite, je me dis, mais la personne qui a préparé le plateau, tout de suite, ça aurait été un sentiment de colère, pas contre moi, mais éventuellement contre quelqu'un. Ok, Pourquoi donc tu le sens de la plateau? colère, Exactement, physiquement, physiquement. et la pensée? Et la pensée, c'est quel est l'idiot ou l'idiote qui a fait que je me suis retrouvé dans cette situation. Ok, donc colère et attaque contre les autres. Exactement. Est-ce qu'il y a, Dan, dans le chat, des premières pensées qui émergent? Beaucoup de pensées entre gêne, confusion, honte, beaucoup, souvent. Ça, c'est les émotions, hein, gêne, confusion, honte. C'est ce Et qui les pensées? Quelle malchance. Ouais. Panique. Mmh. Aurélie nous dit, je me confonds en excuses, je vais me faire engueuler, au secours, pas de Est-ce qu'il y chance. a des pensées personnelles sur soi-même? Oui, quel conne je suis, bon, Ouais. dans le texte. De la colère contre moi, effectivement. Ils vont tous me remarquer. Ouais. Je ne fais rien de bien, je suis vraiment nul. Ouais. Donc ça, c'est les pensées qui se globalisent. Je fais rien de bien, je suis vraiment nulle, ou ils vont tous me remarquer comme si on était sous les projecteurs. Hein. Mais on a aussi Géraldine qui nous dit, ça me fait rire. Ok, donc un peu de distance. C'est que parfois le stress qui fait ça, c'est que du coup, on s'extrait de la situation. Alors évidemment, après, il y a tout ce qu'on peut faire pour réparer, dire aux personnes comment je peux aider, est-ce que je peux racheter, tout ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était les toutes premières pensées. Parce que vous voyez que quand on a un coup de stress, et forcément c'est un coup de stress parce que c'est pas prévu que le plateau tombe par terre, quand on a un coup de stress et qu'on est responsable de ce qui s'est passé, ça entraîne tout de suite des pensées très critiques, donc qu'on appelle radiocritiques. On ne l'entend pas, ça nous arrive direct comme des vérités. Toi, c'était radiocritique contre les autres. Là, on a vu que ça pouvait être vraiment contre soi-même. Et ce qui est important, c'est de regarder que toutes ces pensées critiques, on les prend pour vraies très souvent, alors qu'en fait, elles sont juste interprétatives et elles se mettent dans le même registre que nos émotions. Si j'ai une émotion de stress, de colère, ça va être contre les autres, de honte, ça va être contre moi-même. C'est vraiment important. Là, déjà, la première chose, c'est que nos pensées se mettent au diapason de nos émotions. Donc, c'est pas des vérités, mais on s'en rend pas du tout compte. Ces pensées-là, elles viennent. La tonalité des pensées, c'est vraiment suivant notre hérédité, c'est-à-dire notre grande sensibilité au stress ou pas, mais aussi nos expériences de vie, quelle éducation on a eue, dans quelle culture on est. Moi, j'ai fait cet exercice avec des personnes qui étaient d'Amérique latine, qui du coup rigolaient beaucoup, alors que nous, bon, la rigolade, c'est un peu moins, on l'a entendu malgré tout. Et puis aussi notre état de fatigue, notre état de stress, l'humeur dans laquelle on est. Si on n'est vraiment pas bien, qu'on se sent déjà pas en sécurité, on va avoir beaucoup plus de pensées critiques que si on est très stable. Là, je vous ai exprès proposé une invitation chez des personnes que vous connaissez pas bien et que vous avez envie quand même de donner bonne impression, et puis patatras. Donc ces pensées-là, cette tonalité de pensée, elles se construisent avec notre histoire de vie et elles se renforcent au fur et à mesure de notre vie. C'est-à-dire quand on commence à avoir un style, il revient. Je ne sais pas si ton style c'est la colère, mais Peut-être. t'es pas obligé de répondre. Mais en tous les cas, voilà. Ce qui est important de retenir, c'est on y est si habitué que ces pensées-là, pendant un certain temps, on les prend pour des vérités. Et c'est ça qui est vraiment, qui nous aide pas du tout.
Alors que voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est des interprétations, c'est des jugements, ça peut s'avérer vrai, mais c'est rarement vrai qu'on soit un triple andouille du début jusqu'à la fin de notre vie. Mais par contre, on se traite comme ça. Qu'est-ce qui se passe, surtout dans une situation comme celle que je vous ai décrite, c'est que on est des êtres grégaires et on a tout le temps assez peur du jugement des autres. Parce qu'on a besoin des autres, on est des êtres profondément sociaux. Et donc, on sait jamais trop comment les gens nous jugent, qu'est-ce qu'ils pensent de nous. Et ça nous sécurise énormément. Le rêve absolu, ce serait d'être sans reproche, d'être des personnes parfaites. Déjà, la définition du parfait, elle varie d'une personne à l'autre. Et puis ensuite, personne ne l'est. Et ça, c'est ce qui est réconfortant, c'est qu'on sait bien que ça n'existe pas. Mais on souffre de nos imperfections, de nos petites erreurs, des moments où on est gauche, et ça nous fait perdre l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes, et du coup on tombe très très vite dans l'autocritique. Qu'est-ce qui se passe quand on est mal, quand on est malheureux, quand on est dans la honte, des émotions comme ça très fortes, la culpabilité, l'envie d'être une petite souris, de se glisser sous la table ou alors d'en découdre avec tout le monde? C'est qu'en fait, on a vraiment une impression qui augmente très fort que tout tourne autour de nous. Retenez que quand on n'est pas bien, ça crée beaucoup de susceptibilité, beaucoup de croyances que tout le monde nous aura vu, nous aura observé comme si on était sous les projecteurs, que la terre entière a vu qu'on avait cassé tout le plateau, ou que, je sais pas, on n'avait pas dit bonjour en arrivant au bureau, ou qu'on avait une tâche quelque part. Cet égocentrisme, il risque de nous rendre victimes de nos émotions. C'est-à-dire, si j'arrive à prendre du recul, mais on va voir ça après, je vais prendre soin de moi. Mais si je suis complètement pris dans cette espèce de vortex émotionnel et mental et interprétatif, je vais vraiment être esclave de ma tête et de mes émotions. Alors, merci pour toutes ces précisions. Je crois que tu as un autre exercice à nous partager et surtout qui va nous permettre de mieux comprendre le processus d'autocritique. Voilà. Alors, je vais vous demander de nouveau de fermer les yeux et d'écouter la situation dans laquelle je vais vous proposer d'entrer. Imaginez que vous êtes hyper tranquillement installé chez vous, sur votre canapé, vous êtes très détendu, la journée est finie, les enfants sont au lit, enfin tout va bien. Et vous avez un coup de téléphone d'un très bon ami à vous ou d'une très bonne amie, vraiment quelqu'un que vous aimez énormément, qui vous appelle en panique en disant « Oh là là, Claire, tu sais pas ce qui m'est arrivé ?» Je dis « Bah vas-y, raconte, t'as 5 minutes, oui, tu peux y aller. » Et qui disent « Tu te rappelles, je devais aller chez les Intel, ça a été un fiasco total, ils m'ont donné un plateau et j'ai tout flanqué par terre, nul que je suis, tout s'est cassé. » Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez cet ami-là, c'est quoi vos premières pensées, les premières paroles que vous avez? Soit c'est au téléphone, soit la personne est venue vous voir. Imagine ça aussi. C'est déjà fait. Tu te dis quoi? Moi, la première chose, c'est que tu as envie de réconforter la personne, d'être présente, d'être empathique, de l'encourager. Tu as envie de dire quoi, hein? Écoute, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde, ça peut arriver à tout le monde. Et réconforter serait quoi si tu l'as en face? C'est essayer de montrer que tout ça n'est pas très grave en fin de compte et que ça peut arriver à n'importe qui. Okay. Donc, c'est la réconforter, avoir de l'empathie pour elle et essayer de lui dire que c'est des choses qui arrivent à tous. Voilà, ça sera mon premier réflexe. Merci. Dan, il y a des choses dans le chat? Il y a des choses totalement similaires, effectivement, sur ça n'est pas grave, c'est du passé, on n'en parle plus. Je vais t'aider à payer. Sympa. Sympathique. Rire avec la personne pour dédramatiser. Voilà, des paroles rassurantes, surtout réconfortantes. C'est pas la fin du monde. Ok. Vous voyez un peu la différence, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, c'est pas à nous que ça arrive.
c'est arrivé à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et du coup, on a vraiment toutes ces paroles. Des fois, on peut dire, bah, raconte-moi, vas-y, tu peux me dire, tu as dû être mal, des paroles d'empathie. Des fois, il y a des gens qui disent, qui se prennent dans les bras, qui tapent sur l'épaule en disant, écoute, t'inquiète, hein, t'en as vu d'autres, ou qui rigolent, qui, comme vous disiez, hein, dédramatisés et tout. Ce qu'on voit du coup, c'est qu'il y a beaucoup de gentillesse, beaucoup de soutien, beaucoup de compréhension, alors que, bon, on va voir, mais qu'envers nous-mêmes, c'est pas trop ça l'histoire. En fait, c'est ça le point clé. C'est beaucoup plus facile d'être empathique vis-à-vis des autres que vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qui apparaît. C'est incroyable. Et vous avez vu qu'en 2 petites mises en situation, c'est flagrant. C'est normal parce qu'on n'a pas la responsabilité. C'est pas à nous que ça est arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a pas eu le coup de stress. Ni stress, ni responsabilité. Du coup, la gentillesse est là, le soutien, la compréhension. Alors, comment arriver justement à avoir plus de... comment regarder nos difficultés avec plus de chaleur, de compréhension? Alors déjà, ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé pour que là, la gentillesse puisse venir, alors que tout à l'heure, non. En fait, le stress, la peur du jugement, ça limite l'empathie qu'on peut avoir pour nous-mêmes. Et ça, il faut vraiment s'en rappeler. Dès qu'on est dans cet état-là, on va avoir des réactions très souvent très attaquantes, nous-mêmes ou contre l'autre, hein. Nos réactions émotionnelles, nos interprétations souvent nous enferment et petit à petit, on se fige dans des façons d'être qu'on n'aurait pas forcément choisies. Quand on est tranquille dans son canapé avec cet ami, on choisit beaucoup plus notre réponse. Alors, je crois que justement, tu voulais... Toi, tu me disais comment arriver. Ah oui, bah, c'était ça. C'était comment arriver, en fait, c'est un peu la question que je te posais un petit peu avant. C'est comment arriver justement à cette compréhension, à cette chaleur qu'on va vis-à-vis des autres, à ce qu'elle arrive justement pour nous. Donc, on ne peut pas changer ce qui nous arrive. Par contre, on peut vraiment changer la relation qu'on va entretenir avec les événements qui nous arrivent et développer des nouveaux points de vue. Ça, ce que je vais vous expliquer, évidemment, il n'est pas question d'en avoir rien à faire, d'avoir cassé tous les verres. C'est la responsabilité, elle est importante. Mais pour pouvoir ensuite avoir la bonne attitude par rapport aux personnes, c'est important d'abord de comprendre ce qui nous est arrivé et de trouver des pistes pour nous calmer. Alors, ce que je vais vous demander là, simplement, c'est de prendre un papier, un crayon et je vais vous demander de noter des choses qu'on va utiliser tout à l'heure. En prenant votre papier et votre crayon, en pensant à votre amie et sa mésaventure du plateau, ou si vous voulez, penser à une autre amie ou un autre ami qui vous aurait confié un problème ou une difficulté qu'elle aurait traversée sur laquelle elle s'est critiquée. Ou alors elle s'est dévalorisée, elle s'est jugée durement ou s'est culpabilisée. Alors je le mets au féminin, mais ça, évidemment ça peut être un ami. Je vais vous demander d'écrire pendant 30 secondes, une minute sur une feuille de papier tout ce que vous auriez envie de lui dire pour l'aider, sans lui donner de solution sur le contenu du problème, mais toutes les phrases où vous vous dites ça l'aiderait à être comprise, à se sentir appréciée et soutenue. Je vous laisse noter tout ça. Et à chaque phrase que vous écrivez, demandez-vous si ça peut lui être utile, à l'aider à se sentir mieux. L'aider à changer son point de vue critique, l'aider à sortir de la dévalorisation, du jugement, ce qui peut lui permettre de voir les choses autrement, sous différents angles. L'aider à trouver l'angle le plus utile, celui qui pourrait lui ouvrir le plus de perspectives aidantes. On va vous laisser quelques secondes encore. Et vraiment écrivez en style très très rapide, télégraphique, sans trop réfléchir. Quelques points clés. Ouais. Comme une lettre. Je vous propose qu'on... Donc posez le papier à côté maintenant. On pose le papier à côté et on va maintenant, Claire, parler de la deuxième partie qui est comprendre nos émotions et l'importance de la bienveillance. Alors, on a vu justement comment accepter ses ressentis et par rapport justement au stress, par rapport aux émotions, par rapport à l'autocritique, ces inquiétudes, souvent on leur obéit. L'idée, c'est comment opérer justement ce virage à 180 degrés pour les accepter, pour les prendre en compte et que ces habitudes ne soient plus forcément des autocritiques. Donc, du coup, je vais vous proposer un petit pas en amont des pensées qui est vraiment le moment des émotions.
Je vais m'appuyer sur les recherches d'un professeur de psychologie clinique qui est à l'université de Derby au Royaume-Uni, qui s'appelle Paul Gilbert, qui a fait des recherches à l'interface de la psychologie évolutionniste, des thérapies cognitives et des neurosciences, donc je ne vais pas développer plus, mais qui a défini 3 systèmes de régulation de nos émotions. Je vais rapidement vous expliquer un peu les 3 systèmes. Je pense que la slide est présente. Donc vous avez vu qu'il y a un premier système qui est rouge, Bordeaux là, et qui est le système qu'on peut appeler aussi le système de danger. Ce système-là, c'est les émotions qui viennent quand on se sent menacé. Donc, ça permet de prendre des décisions rapides pour échapper au danger. Et il est destiné au début, à l'origine, à favoriser la survie de l'espèce. Donc, après, ce qu'on peut voir, c'est que ce qui va nous arriver dans le corps, c'est beaucoup d'adrénaline, de corticoïdes. Et donc, les émotions qui vont être contactées quand on est dans ce cercle du danger, c'est la colère, la peur, l'anxiété et le dégoût. Pourquoi le dégoût? Parce que si j'ai mangé quelque chose de mauvais, 20 ans après, ce qui m'a fait vomir et rendu malade, ce qui est du poison, 20 ans après, je vois le truc, je ressens du dégoût. Ça peut se translater à des situations désagréables où on peut avoir une espèce d'aversion, c'est pas tout à fait du dégoût, mais c'est la même chose. Donc, ce cercle, il va activer notre capacité à attaquer, à fuir ou à se sidérer. L'attaque, on pense tout de suite à casser la figure à quelqu'un, mais une attaque verbale, c'est aussi une attaque. Si je hurle sur quelqu'un en disant c'est pas possible, tu sais pas te comporter, tout, c'est une attaque. La fuite, je peux partir prendre mes jambes à mon cou, mais je peux aussi ne plus rien dire, être dans la peur et ne pas du tout donner mon opinion, reculer ma chaise. Ça, c'est de la fuite. Et la sidération, c'est l'impression que tiens, je suis pas dans la situation, je ressens plus grand-chose. C'est un système de notre cerveau qui nous protège de ressentir des trucs trop forts. Ce danger, quand il y a un vrai danger, est très utile. Mais comme on a un cerveau imaginatif, il nous présente beaucoup de dangers qui n'existent pas. Dans l'anxiété, on connaît, je sais pas, je prends le métro et si je restais coincée 2 heures dans le métro, je m'imagine un danger, j'aurais envie de faire pipi, je pourrais pas descendre, c'est un danger minime. Mais n'empêche que un métro qui reste 2 heures coincé, c'est très rare. Pas anxiogène. Et je m'imagine une anxiété qui n'existe pas. Donc ça, c'est ce premier système qu'on appelle le système de danger. Le deuxième, ça va être un système qui est centré sur les instincts et les besoins, qu'on peut appeler le système du désir. Il est dévolu à l'évolution de l'espèce, au développement de l'espèce, rechercher de la nourriture, se reproduire, gagner du territoire, se trouver un lieu où on se sent et on peut habiter. Donc ça, c'est vraiment très utile. Le médiateur, c'est la dopamine. C'est tout ce qui va nous donner aussi de l'énergie, nous donner du plaisir. Ce système, il nous est extrêmement utile aussi quand il dérape. C'est dans nos sociétés, on le connaît, c'est la compétition sans fin, le désir sans fin d'accumuler des objets, d'avoir je sais pas combien de paires de chaussures, etc. Et puis des fois, ça peut être de tomber dans des addictions comme un besoin de dopamine ou des Facebook, les likes, les compulsions, toutes les compulsions en fait, les jeux pathologiques, etc. Donc, de nouveau, il nous est utile, mais parfois il s'emballe quand on s'en rend pas compte. Ces 2 systèmes-là, ce dont il faut se souvenir, c'est que ils sont pour la survie de l'espèce. Donc, on en a absolument besoin, et donc ils se mettent en route très très vite. Il y a un 3e système, donc qui est le cercle vert, qui est le cercle de l'apaisement, on peut l'appeler comme ça, de la satisfaction, de la sécurité, de la connexion. C'est le cercle que vous avez activé avec cette gentillesse pour votre ami. Celui-là, il se développe. Il est médié par l'ocytosine, les endorphines, tout ce qui nous amène vers la détente et la sécurité. Et tout ce qui nous amène vers un développement plus affectif. Donc, on voit très bien quand on a une bonne relation avec ses enfants ou parfois avec un animal de compagnie, la douceur qu'on peut avoir, les prendre dans les bras, les câliner, les aider à réguler leurs émotions. Mais on peut le faire pour nous-mêmes. Et ce système-là, ce que Paul Gilbert a montré, c'est qu'en fait,
moins on va bien et moins on l'actionne. Or, il nous est essentiel, mais plus on est dans le danger ou le désir, plus on actionne ça et moins on arrive à se restaurer. Donc, l'idée, ça va être vraiment de… alors, déjà, ce que je vais vous demander, c'est en regardant ces 3 cercles-là, si vous pensez à la semaine dernière, est-ce que vous pouvez essayer de façon très intuitive de voir à combien de pourcentage vous avez été dans le cercle du danger, donc pas un lion qui vous fonce dessus, mais le danger de ne pas rendre un truc dans les temps, d'être en retard, de tous ces trucs qui nous mobilisent. À combien de pourcentage vous avez été dans le cercle du désir et à combien de pourcentage vous avez été dans le cercle de la détente et la filiation? Tu saurais répondre? Ou un pourcentage exact, non, mais ce que je peux te dire près, hein. très clairement, c'est que le cercle rouge et le cercle bleu étaient dominants et que le cercle vert était de toute façon mineur et très peu utilisé ou activé. Okay. Donc en fait, ça veut et dire le rouge plus fort que le bleu ou pas? Oui, Okay. le rouge tu dirais plus quoi, fort que le bleu. 60, 30 et 10? Ouais, ok, super. Donc, regardez, je ne sais pas si Dan, il y a des petites réponses. Il y a quelques réponses. Sonia qui nous dit 80% stress, peur. Chloé qui nous dit 30, 30, 30. Donc là, il y a peut-être 10% qui se perdent quelque part. À peu près, hein. Lola, 90% rouge, 10% vert. D'accord. Et Christelle qui nous dit 90, 10. D'accord. 80 rouge? C'est pas précisé. Comme je les ai décrits dans cet ordre-là. Ouais, ça doit être ça. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas d'être tout le temps dans le vert, hein, parce que c'est pas possible. Notre vie est faite de choses qui nous mobilisent, de choses qui nous tentent, et puis de détente. L'idée, c'est de régulièrement faire ce petit pourcentage rapide pour pouvoir équilibrer, de se dire de quoi j'ai besoin là maintenant. Si je suis vraiment dans le rouge, peut-être que mon corps fatigue. On sait que le stress aigu, c'est très utile pour avoir des bonnes réactions. Quand il se chronicise, ça devient vraiment problématique. Et quand il se chronicise, sur la thématique dont on parle aujourd'hui, on risque d'être beaucoup plus attaquant. Contre nous-mêmes ou contre les autres, d'avoir moins d'empathie pour les autres parce qu'on est auto-centré et qu'on n'arrive plus à faire attention à ce qui nous entoure. Donc, évidemment que c'est normal d'être un peu dans le cercle de danger. Si on oublie aussi, vous voyez, imaginez quelqu'un qui ne serait pas du tout dans le cercle de danger, il ne ferme pas sa porte, il n'éteint pas le gaz, il réfléchit pas à savoir s'il faut prendre un pull ou pas. Donc, c'est vraiment très utile. Le cercle du désir, c'est pareil. Faut avoir de l'énergie pour des projets, des loisirs, c'est hyper important. Mais il faut aller vers l'apaisement. Donc, comme je vous ai dit, hein, notre environnement nous surprogramme pour activer le danger et le désir. Notre société aussi, même si on ne s'en rend pas compte. Alors vraiment la question… Alors, en fait, on a très clairement compris qu'on est trop dans le cercle rouge et pas assez dans celui de l'apaisement. Justement, concrètement, pour l'apaisement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, Claire, pour essayer d'y arriver plus facilement? Alors, je vais commencer par vous donner des petites explications, puis ensuite des petits exercices tout simples, mais les explications seront des questionnements à maintenir. Déjà, ce qui est important, c'est nos émotions. Il faut les écouter, nos émotions. Des fois, on se coupe de nos émotions. Par contre, on hurle, par exemple, et puis on dit « t'énerve pas comme ça ». Mais je suis très, très calme. Ben oui, ça se voit tout de suite. Donc déjà, de savoir dans quel état on est. Alors, ça demande de l'entraînement parce que quand on est… Toi, tu me dis un truc horrible, je vais t'envoyer bouler. Je n'aurais pas pris le temps parce que ça aura été trop rapide de me dire en fait tu es en train de t'énerver. Mais il y a quand même plein de petits moments où on peut se dire oula, là tu grimpes, et plus on connaît notre corps et plus on sait que là j'ai des tensions dans les épaules, je suis en train de me mettre en carapace, je suis peut-être un peu attaquée. Qu'est-ce qui va m'aider à ouvrir les épaules, à me redétendre pour pouvoir répondre de façon plus posée, même si c'est une réponse ferme qui aura plus de chances d'être entendue. C'est vraiment important déjà de se dire les émotions nous sont extrêmement utiles, on n'est pas obligé de leur obéir. Si tu me dis un truc qui m'énerve, je ne suis pas obligée de t'insulter, de te dire des horreurs qui ensuite va t'empêcher de dormir et puis on ne sera plus amis. Mais par contre, je peux me dire là, tu es énervé, quel est le besoin derrière? Mon besoin, ça va être peut-être d'être reconnu, d'être écouté. Si tu coupes tout le temps la parole, ça peut m'énerver parce que je ne me sens pas vue. Mais tu peux avoir raison de me couper la parole si je suis hyper en retard, par exemple. Mais n'empêche que si j'écoute mon émotion, c'est un signal pour me réinstaller
et donner à mon cerveau l'opportunité d'évaluer si tu as raison ou pas, avant d'être réactive. Et tu as le temps d'écouter cette émotion? Comment ça se passe Quand on est côté? en live, non. Mais l'idée, c'est de s'entraîner régulièrement quand on peut, par exemple, quand on est en famille ou dans des moments où on peut prendre un tout petit... Enfin, cela dit, la famille, c'est le mauvais exemple parce que c'est là où ça part. Mais c'est très dommage parce que c'est souvent les personnes qu'on aime le plus au monde et comme il y a une espèce de désinhibition sociale, parfois on dit des trucs qu'on regrette, juste parce que, surtout quand c'est le soir, après une journée difficile. Mais en tous les cas, régulièrement, d'écouter les émotions, de mettre des noms dessus en disant tiens, là, je suis dans la peur, là, j'ai une tristesse. Des fois, donc comme c'est un séminaire qui est un peu orienté femmes, ce qui a dans notre culture, c'est pas vrai pour toutes les femmes évidemment, mais dans notre culture, on a parfois les femmes tendance à nommer tristesse alors qu'on est en colère. Mais si moi je dis je suis triste de ce que tu m'as dit, alors qu'en fait je suis en colère, si tu viens en me tapant sur les épaules en disant je vais te consoler, ben moi mon besoin, si je suis en colère, c'est pas d'être consolée, hein. C'est que tu me vois et que tu dises qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que j'ai pas compris. Donc du coup, si je me trompe d'émotion, la personne en face, je lui dis je suis triste, va vouloir me consoler et moi c'est pas la bonne réponse, je me sens incompris. Donc bien connaître ses émotions et connaître aussi comment elles s'inscrivent dans le corps. L'inscription de la colère, ça va pas être les mêmes sensations. Je vais peut-être avoir la tête qui avance, les mâchoires serrées, des tensions dans les signaux faibles. Voilà, dans les avant-bras. Alors que si je suis triste, j'aurai une boule dans la gorge, peut-être un abattement, les larmes aux yeux. Ce que tu dis, c'est s'appuyer sur le corps et les signaux corporels. Exactement. Hyper important pour repérer les émotions. Là, je parle d'émotions négatives, mais on a aussi des émotions de détente, de sérénité, de joie, qui sont à écouter aussi pour pas passer à côté parce que ça nous restaure beaucoup. Donc, rappelez-vous, les émotions sont un signal utile. On n'est pas obligé de leur obéir par nos réactivités. Quand on arrive trop souvent dans le cercle rouge, parfois on se sent menacé à tort. Donc c'est important de repérer ça parce que comme je vous ai dit, ça nous fait être réactifs de la façon qu'on n'aurait pas voulu. On risque d'être trop dans l'agitation et l'hyperactivité. Pour activer le cercle vert, la respiration est une grande aide. Ça va commencer, en fait, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais si jamais je suis tendue et énervée et que je trouve que c'est pas adapté, si je ralentis ma respiration, on va le faire tout à l'heure, je vais un peu gruger mon cerveau, je vais permettre à mon corps de trouver une forme de détente, on le trouve dans des respirations ralenties, dans la cohérence cardiaque, et du coup mon cerveau va se calmer, il va arrêter d'envoyer des neurotransmetteurs de stress, et je vais retrouver un peu de lucidité mentale parce que sinon, j'ai mes pensées attaquantes que j'arrive pas à réguler. Et puis ça, la respiration, tu peux le faire n'importe quand, n'importe où et H24. Absolument. Donc vous verrez, même en réunion, même en face de quelqu'un, quand on est en plein dans l'action, mais on peut, si vraiment on sent qu'on va partir en live, on peut très bien s'extraire un peu, prendre un temps. Donc, l'idée sous-jacente, je vais vous donner une image parce qu'elle est très utile pour comprendre ça. Pensez à un petit enfant qui a peur, tout petit, qui marche à quatre pattes. À cet âge-là, les enfants, ils ont beaucoup de mal, ils n'arrivent pas à se calmer eux-mêmes parce que leur cerveau n'est pas fini. De quoi ils ont besoin? Ils ont besoin des parents, en tout cas des tuteurs d'éducation. Donc le père, la mère, les gens qui s'occupent d'eux, ils ont besoin d'être pris dans les bras, d'être réconfortés pour se calmer. Et on a tous en tête l'image d'un enfant, voilà, il va se blottir dans les bras, on va le câliner, on va le rassurer et tout. Puis à un moment donné, c'est bon. Et donc il pousse, il veut descendre parce que lui, ça y est, et de nouveau, il retrouve son envie d'explorer le monde parce que il a été sécurisé. Et il descend. Et si on est un parent tranquille, on va le laisser continuer à gambader. Nous, on a vérifié qu'il n'y avait pas de danger et donc l'enfant, il se sent hyper en confiance et il gambade. Donc, se restaurer, c'est pour pouvoir regambader si on pense à la part la plus enfantine de nous-mêmes, mais en fait, c'est tout notre système intérieur qui est fait comme ça. On peut avoir des très bons réflexes dans le cercle de danger, mais on n'a pas des très bonnes réponses dans le cercle de danger si c'est une réponse qui doit être un peu évaluée et réfléchie. Donc, on est toujours comme cet enfant. La qualité de nos relations dépend de notre capacité à se mettre dans ce cercle de restauration. Voilà. Alors, c'est vrai, comme je parlais de l'enfant, on n'a pas tous eu la chance de bénéficier de parents qui étaient disponibles, qui étaient eux-mêmes sécurisés pour pouvoir nous sécuriser. Donc, ça nous a marqué, mais ça peut évoluer.
Voilà. Bon, c'est très clair, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Tu as parlé de la respiration, qui est un ancrage. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'on pourrait utiliser? Donc, je vais vous proposer déjà de faire un petit exercice de respiration. Dernière chose, c'est voilà, ça nous donne un regard plus lucide, plus de flexibilité, plus de bienveillance et des réponses plus justes et plus engagées. Donc, je vais vous proposer, je ne vous vois pas, mais je vous fais confiance de vous installer dans une assise confortable. Ce qui est intéressant, c'est de sentir que votre bassin est bien ancré, que vos épaules sont ouvertes pour pouvoir réguler votre respiration. Puis je vais vous proposer, sauf si vous êtes enrhumé, d'inspirer et de souffler par le nez. Et pendant quelques secondes, peut-être fermer les yeux si ça vous aide. Simplement de commencer à sentir la fraîcheur de l'air qui entre par votre nez et qui ressort un peu plus chaude. Et juste sentir cette petite brise, puis l'air qui arrive dans les poumons, et de tout doucement commencer à inspirer plus lentement en inspirant moins d'air à la fois. Ralentissez l'inspire et ralentissez l'expire. Et en haut de l'inspire, en bas de l'expire, il y a des petites pauses. Et essayez de compter, si c'est possible, 4 secondes à l'inspire et 6 secondes à l'expire. Je vais le faire pour vous, sachant que je ne vais pas me caler sur votre respiration, mais pour vous donner un peu le tempo. Inspire, 1, 2, 3, 4. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et faites-le pour vous, j'ai été un tout petit peu trop lente, je pense. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Et commencez à observer ce que ce ralentissement fait à votre corps, peut-être à votre mental. Vous pouvez mettre une main sur le ventre. Vous allez sentir peut-être la respiration au niveau du ventre. Votre main va se soulever, redescendre. Mais vous pouvez aussi porter votre attention sur cette main. Alors, continuez à ralentir la respiration, mais lâchez le comptage, juste laissez. C'est pas une respiration naturelle, simplement vous ralentissez l'inspire, ralentissez l'expire et sentez le contact de la main, sa chaleur. Sentez comme parfois, ça peut être à travers les vêtements, ça peut être rassurant, surtout si vous mettez l'autre main, les mains l'une sur l'autre, ou alors vous pouvez décider de mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Vraiment, autorisez-vous à ce petit geste. Des fois, on a envie de tapoter la main, de faire des petits cercles. Parfois, ça fait prendre une grande inspire et souffler, se relâcher. Vous voyez comme c'est réconfortant. Des fois, on a envie de frotter nos épaules. C'est des gestes qu'on connaît bien, qui sont des gestes de soutien. Donc ça, c'est des gestes d'ancrage. Vous pouvez aussi sentir vos pieds au sol. Si vous posez vos 2 pieds, écartés d'une largeur de bassin, posés au sol. Sentez la stabilité du sol. Le poids du corps sur la chaise. Reprenez un petit peu la respiration lente. Et puis, je vais vous proposer de nouveau d'ouvrir les yeux, puis de prendre un tout petit temps pour voir si vous percevez que vous êtes un petit peu redescendu en stress ou entré dans une forme de détente agréable. Moi, je le sens avec ma voix qui ralentit. Vous pouvez faire cet exercice alors avec beaucoup plus de discrétion. On peut garder les yeux ouverts, on peut juste mettre la main sur le ventre quand on est en discussion avec quelqu'un et qu'on sent que ça nous brasse un peu. On peut sentir juste les pieds au sol. Quand vous êtes sur un travail un peu stressant, il y a d'autres façons aussi, parce que bouger le corps, c'est utile. Alors, je dis ça un peu pour la blague, mais il y a beaucoup de personnes qui fument, qui font des pauses cigarettes. Vous pouvez très bien imaginer une pause sans cigarette, faire un petit tour, regarder les jolies choses autour de vous, vous étirer, aller marcher un peu dehors, mais
pas forcément très longtemps. C'est hyper utile. S'étirer, vraiment, ça aide beaucoup à aller dans le cercle vert, regarder au loin pendant 1 minute, tout en faisant le ralentissement respiratoire, pourquoi pas. Donc voilà déjà une première chose et on va passer à la suite. Merci Claire, c'était un exercice qui fait beaucoup de bien, donc je te remercie. En partie 3, donc maintenant, on va parler des critiques bienveillantes et constructives versus les critiques justement attaquantes et stériles. Voilà. Alors concrètement, comment faire la différence entre les deux? Qu'est-ce que tu peux nous indiquer là-dessus? Alors, tout à l'heure, je vous parlais de critiques, on a parlé de critiques attaquantes tout à l'heure, mais évidemment que dans la vie, les critiques peuvent être tout à fait utiles et constructives pour évoluer, pour pas s'arrêter sur nos lauriers qui sont peut-être pas des lauriers en plus. Donc vraiment de pouvoir assez rapidement faire la différence entre les deux. Les critiques attaquantes et stériles, c'est facile de les reconnaître parce que il y a du stress, il y a de la peur, il y a de la suspicion. On sent ça en nous. Donc, je vous disais, de savoir écouter nos émotions, c'est ça. La suspicion, c'est un mélange, c'est des sentiments, c'est-à-dire c'est un mélange d'émotions et de pensées. Les critiques attaquantes, elles sont dans le besoin de restaurer du contrôle sur la situation, donc quelles andouilles, quelle conne je suis, c'est bizarre, mais j'essaye, je m'attaque parce que je veux contrôler la situation. Ça peut être aussi un besoin de domination. Quand on attaque vraiment quelqu'un et on est stressé, mais l'attaque, c'est vraiment pour dominer l'autre et le faire taire pour que nous on ait raison. Tout ça, c'est pas utile parce que quand on fait comme ça, on est dénigrant, on est jugeant et ça sert à rien du tout. Par contre, remettre quelqu'un en cause, même fortement, ça peut être fait d'une façon bienveillante et utile pour l'autre si vraiment il a mal agi ou elle a mal agi. Les critiques attaquantes, elles sont orientées sur nos faiblesses, elles sont orientées sur le passé. J'aurais dû dire ça. C'est le film qu'on se fait au milieu de la nuit. Peut-être que tout le monde nous a dit que notre présentation était géniale. Et nous, on se dit, ah là là, j'ai trébuché sur un mot, j'aurais pas dû dire ça. Et au milieu de la nuit, qu'est-ce qui nous réveille? C'est ça. Donc, j'aurais dû. Elles sont beaucoup, ou alors dans des anticipations anxieuses. Là, ce qui nous les fait repérer, c'est ce qu'on appelle les questions sans réponse. Je vais vous donner l'exemple du métro. La question avec réponse, c'est combien de temps je vais mettre pour aller d'un point A à un point B avec le métro, et s'il y a un petit bug, je prends un quart d'heure de battement. Mais et si le métro tombait en rade ou je me cassais la jambe en y allant, c'est vraiment la question sans réponse. Personne ne peut me dire, ah oui, à moins d'être devin, mais j'en connais pas. Donc, dès que c'est des questions sans réponse, les et si je vais tomber malade, et si j'étais pas capable de, et si, ça, c'est une façon de les repérer. C'est des ruminations en boucle. Les ruminations en boucle, c'est pas des résolutions de problèmes. Si je me dis et si et j'aurais dû et au milieu de la nuit pourquoi j'ai pas dit ça et je me refais la conversation et tout, ça c'est des ruminations en boucle. Mon cerveau pense que je suis en train de résoudre quelque chose, je résous rien du tout. Qu'est-ce que ça provoque au bout d'un moment, toutes ces critiques stériles? Ça provoque de la procrastination parce qu'on sait que quand on procrastine, c'est pas qu'on est flemmard, on fait plein de trucs sauf ce qu'on a à faire parce que ça nous fait trop peur ou alors on s'attaque trop. Je le résume un peu rapidement, mais c'est plus complexe que ça. Les critiques bienveillantes et constructives. Alors, les critiques bienveillantes et constructives, vous allez les repérer parce que déjà, elles sont précises. C'est, tiens, pour la prochaine fois, il faudra que je sois vigilante à, je sais pas, mettre mes lunettes parce que j'arrive pas à lire ou à... donc, c'est précis. Mettre mes lunettes, c'est pas ma pauvre fille, tu vois rien. C'est pas ça. Elles sont circonstanciées, c'est-à-dire, puisque... il faudrait que je trouve un autre exemple que les lunettes, mais elles sont circonstanciées, c'est-à-dire j'ai été maladroite en portant ce plateau-là, mais je suis pas la personne la plus maladroite de la Terre, incapable de porter quoi que ce soit, sinon je le saurais depuis longtemps et j'aurais une vraie pathologie. Elles sont tournées vers l'avenir, c'est-à-dire comment est-ce que je vais résoudre tel problème? Donc,
Comme j'ai dit, la prochaine fois, je pense à prendre mes lunettes. Tourner vers l'avenir dans l'idée d'une vraie résolution de problèmes. Si, je sais pas, j'ai mis des chaussures qui me font mal aux pieds, je vais pas me dire, oh, quel triple andouille, t'as mis des chaussures qui te font mal aux pieds. Je vais dire, tiens, la prochaine fois, pense à mettre des chaussures confortables. Ça, c'est, je prends vraiment des trucs de base. Hein. Mais est-ce que ça ne demande pas un certain esprit pour parler, justement, passer de la critique stérile à la critique constructive? Ben, ça demande de s'être calmé avant. Parce que sinon, on l'a pas, cette lucidité-là. Donc vraiment, quand vous sentez que vous êtes en train d'être dans les critiques stériles et attaquantes, faites une petite pause de respiration, une pause consciente, se dire qu'est-ce que je traverse là comme émotion. Et ça peut te permettre et ça permet de tout d'un coup se dire, ok, à quoi ça va, comment ça va résoudre. Moi, je me rappelle une fois, j'étais dans des embouteillages énormes en amenant un de mes enfants à un concours. Et j'ai commencé à partir en live en me disant, c'est pas possible, je vais jamais y arriver, quelle andouille, on aurait dû partir plus tôt, on était parti hyper en avance. Donc, et là, je me suis dit, là, je me suis rendu compte que j'étais en train de me stresser encore plus, de stresser ma fille à côté qui me disait maman, on va pas y arriver. Donc, on était foutus toutes les deux avec nos pensées globales et attaquantes. Et là, je me suis dit, OK, résolution de problème. Donc, je lui dis, mets ton GPS, on va voir comment on peut sortir. Et puis, et là, c'est en fait, le GPS, c'est exactement ça. C'est penser au plan B. C'est que c'est le plan B et c'est tout ce qui va nous permettre d'anticiper correctement et surtout de mettre notre cerveau hyper puissant en action. Donc, c'est orienté solution de problème. C'est constructif. Vous voyez que si je dis, voilà, mets ton GPS, moi je mets le mien, je fais gaffe à pas rater la sortie parce que si je me stresse, je vais rater la sortie. C'est encourageant, c'est on va y arriver. On ne sait pas si on va y arriver ou pas, mais je me souhaite d'y arriver. Et ces souhaits-là, c'est pas des pensées de foi du charbonnier, c'est pas des pensées magiques, c'est pas parce que je me souhaite d'y arriver que je vais y arriver. Mais si je me le souhaite, ça veut dire que je vais enclencher toutes mes ressources pour mettre toutes les chances de mon côté d'arriver à résoudre un problème ou d'arriver à finaliser quelque chose ou mobiliser toutes mes compétences. Si je les ai pas, je peux pas les inventer. Si moi je me dis je vais être danseuse étoile l'année prochaine, à 58 ans, c'est complètement raté et ce serait un objectif irréaliste. Mais par contre, je peux me dire tiens, la danse c'est chouette, ça fait du bien et je vais me souhaiter de profiter de danser. Je crois que je dis un peu des bêtises. Mais... Non, pas du tout. C'est un très bon exemple. Voilà. Et l'exemple personnel que tu as cité est aussi un très bon exemple. Voilà. Et donc, ça va être focalisé sur mes compétences et mes qualités. Donc, j'ai pas les compétences de danseuse étoile. Les qualités de me réjouir en mettant de la musique chez moi, oui. Donc, pourquoi pas. Les qualités d'utiliser un GPS, de repérer les rues pour sortir. Si je me mobilise et que je me suis calmée intérieurement, je vais pas sortir de ma fenêtre de tolérance au stress, mais par contre, je vais être très vigilante et je vais pas rater la sortie. Alors que si je sors de ma fenêtre de tolérance au stress, c'est-à-dire je suis bouffée d'émotions, je vais complètement dysfonctionner. Donc, tout ça pour dire que les critiques stériles et attaquantes, elles se développent sur un terreau de stress, de peur et de suspicion, vous l'aurez compris. Et les critiques bienveillantes, elles doivent commencer d'abord par chercher un minimum de calme, un minimum de sécurité intérieure, se souhaiter, se dire je peux le faire, je me souhaite d'y arriver et je vais mobiliser tout ce que je peux pour le faire. Tout à fait. Alors, ça se focalise aussi sur le désir d'apprendre, de nous améliorer ou d'aider quelqu'un. Ça va être ça le ressort. Et voilà, après, j'ai dit le reste. C'est très clair. Merci pour cette troisième partie. Alors, on rentre sur un titre que tu connais bien, Notre meilleur ami, c'est nous, qui est le titre de ton ouvrage. Et alors, on va parler justement maintenant de bienveillance. C'est un mot, je crois, important pour toi. Ouais. Mais comment le définir concrètement ? Alors, moi, j'aime bien définir le mot bienveillance en commençant par ce qu'il n'est pas, parce qu'il est un peu galvaudé et qu'on peut se tromper. Donc, vous avez vu que l'idée, c'est d'être notre meilleur ami, c'est-à-dire pas de se considérer de façon très narcissique comme la 8e ou je sais pas combienième merveille du monde, mais de se faire confiance, d'être dans une bonne amitié avec nous-mêmes. On a des qualités et des défauts, mais on a aussi des qualités, il faut pas oublier. Et puis bien se connaître. Alors, la bienveillance, c'est très important de se dire que c'est pas la même chose que la complaisance. La complaisance, c'est si je suis crevée, j'ai pas envie de me lever, il y a 15 personnes qui m'attendent en réunion, mais je m'en fous. Ça, c'est de la complaisance. Si je me dis, il y a, je sais pas, un pot de glace que j'adore et je vais en manger un peu, mais finalement, je vais finir le pot, c'est de la complaisance.
ou ça peut être des compulsions, ça peut être plus compliqué, mais la complaisance, parce qu'en fait, ça me fait pas du bien et ça ne me met pas dans une façon constructive pour ma vie. Si je plante tout le monde, ben, les gens vont plus avoir confiance en moi. Si je mange trop, je vais être mal dans mon corps, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir une digestion compliquée. C'est pas génial. Bon, je sais pas. La bienveillance, c'est pas non plus être égocentrique ou autocentré. Ça, c'est hyper important. Il y a des gens qui disent, ah ouais, mais moi, mes besoins, ok, d'accord, tes besoins, mais il y a aussi les autres autour. Et la bienveillance, c'est vraiment faire attention à soi, mais aussi faire attention aux autres. On est sur un terrain d'égalité, hiérarchie ou pas, on s'en fiche vraiment au niveau de la commune humanité, se traiter de la même façon. Et ça, c'est un sujet hyper vaste dans lequel je ne vais pas rentrer. Mais si on peut se dire ça pour soi-même, et la bienveillance, c'est pas non plus une forme de victimisation. La victimisation, c'est quand je me dis, ah, pauvre de moi, je suis, tout m'arrive. Vous savez, quelquefois, on dit, ah, bah, ça tombe toujours sur moi et tout. On se victimise quand on fait ça. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas de bol, mais on n'a jamais pas de bol sur toute la ligne. Il y a toujours des moments où on se ressource, ça va bien. Et surtout, c'est que quand on se plaint, on renforce les émotions fortes et on renforce l'autocritique et surtout l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver, qu'on a besoin d'être sauvé. Bon, en général, il y a des gens qui peuvent nous aider, mais pas qui nous sauvent. Il faut compter sur nous. Enfin, bon, je le dis comme ça se discute. Donc, si maintenant j'en arrive à se dire, qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? La bienveillance, qu'est-ce qui va nous aider à être dans la bienveillance ? Là, vous devez avoir une slide qui apparaît. J'ai commencé par des activités de maîtrise, c'est-à-dire quand on les fait, ça ne nous plaît pas forcément, mais c'est très plaisant ensuite. Répondre à ses mails, ensuite je me dis, ça y est, c'est fini, c'est fait. Remplir sa feuille d'impôt, en plein dedans, une fois que c'est fait, c'est soulageant. Avoir tout ce qui est des choses qu'on doit faire, nettoyer ses vêtements, ranger chez soi ou passer l'aspirateur ou j'en sais rien, faire des courses, des trucs qui nous plaisent pas forcément tout de suite, mais on va avoir un sentiment de satisfaction et surtout ça allège notre charge mentale. Ça va être aussi bien organiser son emploi du temps pour savoir à peu près les tâches qu'on a à faire. Mais aussi la bienveillance, ça va être d'avoir des activités de plaisir, savoir se reposer, savoir faire un break, prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Le fameux cercle vert. Ouais, c'est ça, c'est le cercle vert, c'est-à-dire plus on est tendu, plus on est mal, plus on a tendance à faire tout ce qui est à faire et à s'oublier complètement. Avoir des activités pour décharger, il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire des sports intenses, c'est pas tout le monde, mais ça peut être aussi décharger, ça peut être par la détente et par l'étirement du corps. Voilà. Donc, il y avait un petit. Et alors, je crois que maintenant, on a un petit exercice. Justement, tu peux nous en parler par rapport à ça. Alors, je vais vous demander maintenant de penser à une petite situation, un problème, une difficulté que vous avez traversée. Faites attention à ne pas prendre le gros dossier, mais un truc qui vous a vraiment agacé, frustré ou vous le ressassez un peu, je sais pas. Un moment où vous n'êtes pas bien comporté, vous avez engueulé un enfant un peu trop fort et puis vous avez regretté après, par exemple, ou n'importe quoi. Et quand je dis engueuler un enfant un peu trop fort, c'est juste lui reprocher des trucs trop forts. Hein, pas... Mais bon, voilà, dis quelque chose qui dépasse votre pensée à un collègue. Prenez quelque chose comme ça. Voyez quelles ont été les autocritiques sur vous, comment vous êtes jugé peut-être durement, la culpabilité qui est venue. Et quand vous avez cette situation concrète de moyenne intensité, je vais vous proposer de reprendre ce que vous avez écrit sur le papier et qui était adressé à un très bon ami à vous ou une très bonne amie à vous, et de la lire en vous l'adressant. Mais vraiment, dites-vous, je le lis pour moi. Lisez-le et regardez tout ce qui vous aide pour cette difficulté, comme si vous étiez vous-même votre meilleur ami. Et donc, regardez un petit peu la bienveillance qui peut venir de cette lecture-là. Et vous pouvez continuer en complétant s'il y a des choses qui viennent. Quelle lucidité vous arrive, quelle douceur vous permet ensuite de regarder la situation peut-être avec plus de bienveillance, et donc, moins d'attaque. Ouais, cultiver cette empathie vis-à-vis de soi comme vis-à-vis des autres, c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Alors, je ne sais pas, Dan, s'il y a une ou deux choses dans le chat là-dessus ou pas.
Ou peut-être justement quelques réactions de façon générale ou de questions qui ont déroulé dans le chat, Dan? Des Alors, fois, il y a... on a des questions, oui, Ok, qui donc sont pas nécessairement liées à en cette lien. toute dernière partie, mais qui sont bien évidentes. Quand les gens relisent, parfois, il y a vraiment un sentiment de détente, de douceur. Des fois, c'est de la gêne, se dire non, mais je peux pas me parler comme ça, parce que c'est dur d'être bienveillant avec soi. Parfois, ça réveille ce qu'on appelle un retour de flamme, c'est-à-dire beaucoup d'attaques contre nous en disant non, mais ça va pas la tête, je vais devenir une petite chose fragile là, ou alors je vais plus du tout m'y mettre. Alors qu'en fait, c'est vraiment la voie royale. Et quand je parlais des enfants, c'est aussi la voie royale dans l'éducation, c'est de renforcer les enfants dans leurs compétences et puis les aider à avoir cette autocritique saine. Alors, il y a quelques réactions qui sont effectivement là plus liées à ce switch. Anne qui nous dit du coup je me sens plus sereine avec un petit sourire dans le coin, comme un soulagement. Marie-Agnès nous dit c'est bluffant et terriblement émouvant. Ouais, c'est ça. C'est moi, ça me touche à chaque fois que je le fais. Là, je vous vois pas, mais quand je vois les gens, on voit vraiment beaucoup d'émotions passer. Sonia nous dit je me vois vers plus de douceur envers moi, comme un recul. Sabine nous dit en fait on a simplement besoin d'écoute, non? Ouais, absolument. C'est ça qui nous met qui nous permet de repartir dans une action plus juste ensuite. Donc, tout ça, ça nous aide à surmonter le stress, les tensions que nous ressentons lorsque nous avons du mal à nous aimer. Donc, vraiment développer cette capacité à être plus pacifique avec nous-mêmes, trouver la force d'accepter aussi nos blessures, nos échecs, nos erreurs, nos travers. C'est humain, tout le monde fait des erreurs. Il y en a quelques-unes qui sont vraiment très problématiques, mais en général, pour 99,999% du temps, elles ne le sont pas. Ça permet, cette douceur avec soi-même, ça nous permet de pouvoir nous remettre en question sans se mettre dans la zone de danger. Parce que si je me remets en question alors qu'en plus je me critique, je suis dans le cercle du danger. Donc je peux me remettre en question, je peux accepter de ne pas être parfait. Ça me permet aussi de cultiver du respect pour moi-même. Mais si je me respecte, je respecte les autres. Ça va vraiment ensemble parce qu'on est dans cette interconnexion. Ça permet de se sentir aussi responsable et dans la résolution de problèmes et pas l'attaque personnelle. Et ça permet d'être dans l'action. Si on est dans cet état d'esprit, je vais dire quelque chose d'un peu grandiose, mais j'y crois beaucoup. Ça aide à améliorer le monde aussi autour de nous, à notre humble niveau, sur des petits gestes. Si j'attaque pas quelqu'un, je vais avoir une bonne relation. Cette personne va se sentir tranquille, restaurée. Elle sera sympa avec la personne suivante. Et il y a comme ça une chaîne. Sympa, c'est pas tout accepter et trouver. On peut critiquer quelqu'un, mais des critiques constructives, pas dénigrantes, pas jugeantes. Et ça, c'est hyper utile. Donc, c'est de cette façon-là justement qu'on s'améliore en fait. Ok. Alors peut-être avant de conclure, Dan, on a le temps pour une ou deux questions. Alors, il y a effectivement quelques questions. Je vais essayer d'en retenir une ou deux qui sont assez parlantes. Il y a une question d'Alex qui dit à propos des émotions fluctuantes, n'est-ce pas tout simplement humain d'être dans ces états émotionnels fluctuants ou bien justement non? Est-ce que c'est une vraie faille à travailler? Alors, c'est complètement humain d'être dans des émotions et l'idée n'est surtout pas de les réprimer parce que ça, on y arrive quand elles sont petites, mais à un moment donné, c'est comme si on les mettait sous un couvercle de cocotte minute, elles nous explosent à la figure avec une intensité qu'on n'aurait pas imaginée. Mais quand on arrive à les contacter, si on pouvait isoler l'émotion des pensées, c'est pas possible. Mais si on peut isoler une émotion d'une pensée, un coup au cœur, une émotion par exemple de peur, mais il n'y a plus le danger, l'émotion, notre corps va la retraiter en 30 secondes à 1 minute 30. Donc en fait, l'émotion, elle se dégrade très vite dans le sens s'éloigner. Donc, je peux me dire, tiens, j'ai eu peur, et puis hop, ça va redescendre et ça va beaucoup mieux. C'est de ça dont je parle, c'est pas de réprimer les émotions. Par contre, avec nos pensées attaquantes, on les entretient. Si je suis dans la peur et que je me dis qu'en plus je suis nulle, que je suis incapable, que je suis trop petite pour je sais pas quoi et que gna gna gna, je vais entretenir ma peur. C'est stérile et pas constructif. Donc, bien sûr que les émotions, elles nous traversent. Il peut y en avoir parfois plusieurs en même temps. Je peux avoir un grand bonheur à retrouver la photo de quelqu'un que j'aime, mais s'il est décédé ou elle est décédée, je vais aussi avoir une tristesse en même temps. Donc, les deux vont cohabiter et je peux juste respirer dedans, voir que tiens, cette relation était si importante qu'il y a ces émotions qui se présentent. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec ce qui est dit.
Merci pour cette réponse. Si on devait peut-être conclure… on a le temps pour une dernière question. Très bien. Alors, une question d'Émilie qui dit comment faire quand on est dans un cercle vicieux depuis un moment pour aller vers ce cercle vertueux plus bienveillant. Ce n'est pas facile. Non, alors là, nous, j'ai 1 heure de présentation, donc je vous ai donné des pistes. Il faut être humble avec ça. Hein. Parfois, on traverse des choses qui sont vraiment très douloureuses, très difficiles, où il y a des histoires de vie aussi qui le sont et qui nous ont mis dans des émotions très fortes. Il y a aussi des choses héréditaires. Hein. Parfois, on peut avoir de façon héréditaire des bouffées émotionnelles, parfois submergente et incontrôlable. Je vous parle pas complètement de celle-là parce que ce serait illusoire de se dire qu'en 3 petites respirations, on les fait partir, parce que souvent ça va avec des pensées, beaucoup de douleur. Dans ces cas-là, les pistes, c'est de se faire aider vraiment, d'aller consulter des professionnels de santé, des psychologues, des psychiatres. Ça peut être une aide, mais ça peut être aussi d'aller vers la méditation, le yoga, le qigong, toutes ces pratiques qui vont vraiment aider à calmer le corps. La partie psychique dont on parle en thérapie, donc il y a plein de formes de thérapie, c'est un monde très compliqué, mais en tous les cas, ce qu'on connaît dans la recherche de plus en plus, c'est vraiment de pouvoir avoir une forme de fluidité et de lucidité sur le lien entre le corps et l'esprit. Quand je vois que j'ai des pensées très attaquantes, j'ai un petit personnage qu'on peut appeler radiocritique, mais des fois, je ne sais pas qu'il est là. Et je pense que ces pensées-là sont vraies. En thérapie, je vais pouvoir me dire, tiens, j'entends radiocritique, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'être utiles, qui peuvent m'aider? Puis sinon, je dis, bon ben, ok, t'es alarmiste, je t'ai entendu, mais moi, je vais plutôt aller vers de la détente, je vais me faire confiance et je vais prendre des décisions qui seront plus lucides et plus tranquilles. Donc, en fait, le travail de thérapie, c'est de retrouver une forme de flexibilité mentale et corporelle et de pouvoir laisser circuler les émotions sans s'y agripper et sans que les pensées s'agrippent aux émotions, parce que sinon on est dans une spirale émotion-pensée attaquante, émotion-pensée attaquante, et ça s'arrête plus. Et à la fin, on est foudrage. Et je sais pas, est-ce que je peux donner un minuscule petit exemple? J'ai un tout petit exemple très simple. Imaginez, je suis dans ma cuisine et j'ai un enfant je suis en train de m'éplucher une mandarine et j'ai un enfant qui rentre. Ma cuisine est petite. L'enfant rentre, me bouscule, décidément tout tombe par terre avec moi, mais ma mandarine roule. Et si j'ai une impulsion, je vais me retourner et je peux attaquer mon enfant en disant mais tu peux pas faire attention, fais gaffe et tout. Moi, si je vois ce qui m'arrive, c'est-à-dire que je suis bousculée et ça me déplaît fortement, enfin c'est aversif de se faire bousculer, je sens cette émotion d'aversion et de colère et je me dis mais moi, ça m'arrive de bousculer les gens aussi. Donc, est-ce que je continue l'impulsion de phrases attaquantes ou est-ce que je vais transformer? Donc, si je vois qu'en fait, ma colère, elle est réelle, mais que c'est humain d'être bousculé, bah, je vais dire à mon enfant, je vais dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Ou elle va me dire, excuse-moi maman, et au lieu de lui dire… tu peux pas faire autrement, t'as qu'à faire exprès de pas le faire ou des trucs comme ça. Je vais dire, bah, écoute, t'inquiète pas, ça arrive moi aussi, et on va ramasser la mandarine et puis je vais dire, la cuisine est trop petite. Et ce sera constructif. Voilà, et ce sera constructif. Merci Claire. Dan, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on va essayer, Claire, peut-être de conclure en 3 points. S'il y avait 3 points à retenir, quels seraient ces 3 points? Premier point, les émotions sont à écouter comme un signal utile de nos besoins. Ça nous dit quels sont nos besoins, mais on n'est pas obligé de leur obéir. Voilà, parce que ça, c'est le premier point hyper important. Deuxième point, nos pensées suivent nos émotions. Elles sont interprétatives, mais elles ne sont pas des vérités. C'est simplement des hypothèses. Donc, tout le temps questionner nos premières pensées, surtout celles qui sont très, très puissantes, parce que souvent, il y a des émotions derrière. Et après, on peut être d'accord avec la pensée, mais il faut l'analyser. Et puis, retrouver calme et sécurité favorise la bienveillance et la confiance. Ça permet de se traiter comme une ou un meilleur ami. Et on devient alors plus curieux, plus flexible, lucide et plus constructif. Merci beaucoup, Claire. On va se quitter sur cette conclusion. Juste une information.
Le prochain atelier est le vendredi 14 juin à 12h30 sur le thème de l'alimentation, l'allié santé de la vie des femmes. Donc, j'espère qu'on vous y retrouvera nombreux. Je tiens à te remercier. Merci à vous tous, toutes et tous, et j'espère à très bientôt. Merci de votre attention et soyez votre meilleur ami. Merci Claire. Merci à tous, merci Claire, merci Fabrice pour vos précieux conseils. N'oubliez pas qu'il y a un questionnaire de satisfaction qui est envoyé juste à la fin du webinaire, donc je vous laisse le compléter. On a également un guide qui est en téléchargement disponible dans Apps et voilà, donc on vous retrouve avec plaisir à notre prochain webinaire. N'oubliez pas de vous y inscrire. Voilà. Merci à tous et très bonne fin de journée, très bon week-end. Au revoir.